Dans cette guerre injuste, nos enfants ont été enrôlés de force, manipulés à travers des pratiques fétichistes comme le tristement célèbre Dawa, une tactique consistant à faire croire aux jeunes qu'ils étaient invincibles, résultat des milliers de morts, des générations sacrifiées. Je pense que ça va vous intéresser. Quelle était réellement la stratégie? Qu'est-ce qu'on disait aux jeunes? Dans la stratégie, lorsqu'ils opéraient des recrutements parmi ces jeunes, ces messieurs faisaient une technique bizarre. D'abord, ils droguaient les enfants et ils leur prêchaient l'invulnérabilité. Dans la pratique, ces messieurs prenaient une arme. Je pense que tout le monde connaît que selon les balles, il y a des balles réelles et il y a ce qu'on appelle des cartouches en blanc. Et dans les chargeurs, on peut mettre 24 balles de cartouches en blanc et une balle réelle. Pour faire croire aux jeunes l'invulnérabilité, on leur disait, si vous y croyez, on va vous tirer d'ici et vous n'allez pas tomber. La séance commence. Vous imaginez, dans le chargeur, il y a 24 balles en blanc, en cartouche blanc. On tire sur le premier. Il répond Maïmoulede. Et le monsieur attend une détonation de l'arme. Il ne tombe pas. Et vraiment, je suis devenu immortel. Deuxième, troisième, quatrième. Par malheur, viendra le tour de la balle réelle. Et lorsqu'on tire sur le jeune homme, il tombe. Et lorsqu'il va tomber, on dit à tout le monde, voilà, parce que lui n'avait pas cru au fétiche. Et voilà, ceux qui avaient la chance d'être fusillés par des cartouches en blanc, dans leur esprit et la drogue, ils deviennent réellement invulnérables. Dans le même esprit, quand on leur demande de s'engager au combat, pour dire à ces jeunes, lorsqu'on vous tire, il faut avancer. N'ayez pas peur. Et lorsque votre collègue tombe, vous le sautez. Et ne regardez pas derrière. Rassurez-vous que lorsque vous le sautez, et le jeune homme derrière vous va reprendre la vie et il va vous suivre. Ce qui fait que les militaires professionnels qui sont en face de ces jeunes gens drogués croient lui aussi que c'est vrai, ces gens ont des dawa, parce qu'il se met à tirer. Comment c'est possible que les gens peuvent tomber et venir toujours dans un assaut incroyable? Le monsieur prend doute, peut-être il jette l'arme et il fuit. Et voilà l'hécatombe de ce qu'on a préparé. Et cet esprit plane encore dans la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui font la guerre. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les forces gouvernementales ont repris ces territoires, elles l'ont fait avec une violence décuplée, causant 3 fois plus de morts que la rébellion elle-même. Qui se souvient aujourd'hui de ces massacres? Qui a porté la voix des veuves et des orphelins? Voilà, jusqu'à aujourd'hui, c'est dans le silence. Ça serait dans d'autres cas, certains allaient être même chassés pour crimes contre l'humanité. Donc, la reprise par les forces gouvernementales a causé encore des destructions plus que la rébellion elle-même, parce que tous les jeunes étaient taxés de mouleristes. Aujourd'hui, nous vivons d'une manière horrible la stigmatisation et l'exclusion des soilophones sous le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, les blessures sont encore béantes. Le régime actuel de Félix Tshisekedi, au lieu de penser ses plaies, les rouvre avec cynisme. Depuis la dernière campagne présidentielle jusqu'à ce jour, une politique insidieuse s'est installée.
celle de la stigmatisation, de la manipulation de nos jeunes pour en faire des chairs à canon et du pillage de nos terres. Le régime a déployé des jeunes de l'Est dans les groupes dits Wazalendo en première ligne de front, mais sans formation, sans solde, sans encadrement. Pire, ils sont envoyés au front face aux troupes du M23 dans un affrontement fratricide. Des Baswahili contre les Baswahili. Ça, les gens n'ont jamais pensé, cette manipulation qui est bien planifiée dans les laboratoires. Cette œuvre cache en réalité une manœuvre de fragiliser nos communautés dans une logique d'autodétermination. Je pense que vous savez, vous tous, que les troupes de l'AFC M23 sont en majorité et sont composées en majorité des éléments soilophones. Et les Wazalendo sont tous des Baswahili. Donc voilà comment malignement on a créé une guerre d'autodétermination des soilophones. Mais si nous y réfléchissons, dans des villages, moi j'ai déjà fait les villages, lorsque les dangers guettent les villages, ce sont les hommes forts, qu'on dit en Kiswahili, Banaume, qui se mettent au devant pour défendre les villages. Les femmes et les enfants viennent derrière et vivent sous la protection des Banaume. Moi je considère que les Wanaume, dans les cas d'espèce, devraient être les forces gouvernementales, l'armée régulière pour défendre la population civile. Mais comment vous pouvez imaginer que l'armée régulière se retire des lignes de front et prétendre que ce sont les jeunes eux-mêmes qui voulaient se battre pour défendre leur patrie? Même s'ils le demandaient dans un pays organisé, on ne peut pas autoriser aux jeunes gens de devenir des chairs à canon. Pendant ce temps, les jeunes de l'Ouest, eux, sont recrutés dans l'armée régulière, encadrés, payés et appelés à faire carrière, des poids, des mesures. La question fondamentale que d'aucuns pourraient se poser, c'est de savoir quel sera le sort réservé aux Wazalendo après la guerre. C'est le moment d'y penser. Vous vous imaginez des jeunes de 16, 18 ans, 19 ans, je ne sais pas, au lieu de les encourager pour qu'ils puissent avoir des cycles de formation, qu'ils puissent faire l'école, on les encourage à tuer, entre guillemets, à tuer, c'est le cas de le dire, au nom du patriotisme. Au nom du patriotisme, vous imaginez un jeune qui a déjà tué au nom du patriotisme et il est démobilisé. Je me demande comment cet homme peut revenir calmement dans la vie normale. Encore grave, on n'a jamais promulgué ou dit un plan de désengagement de ces jeunes. Alors que ceux-là qui sont enrôlés dans l'Ouest, ils sont déjà mécanisés et ils vont continuer une carrière. Mais les nôtres, je sais, nous connaissons la chanson, ils vont tomber tout simplement sur le coup d'une démobilisation avec un kit de 50 $ et entrer chez vous. Voilà ce qui est grave. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils vont faire. J'ai posé la question un jour, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai bien écrit. L'espace soilophone regorge de richesses stratégiques. Cuivre, cobalt, lithium, or, ces minéraux font aujourd'hui l'objet de convoitises de puissances internationales. Et pourtant, ceux qui vivent sur cette terre ne sont ni consultés,
ni impliqué dans la gestion ou la sécurisation de ces ressources. Le régime Tshisekedi a engagé des négociations avec des puissances étrangères, particulièrement les États-Unis, sur l'exploitation des non-minéraux. Ces accords se font sans transparence, sans notre consentement, et pire encore, avec l'intention d'utiliser les revenus ici de ces ressources pour acheter des armes et financer notre propre extermination. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le projet du roi Mokwantombolo. Une vision impérialiste interne visant à transformer la RDC en un empire basé sur l'hégémonie d'un groupe sur les autres et en particulier sur les swahilophones. Négation de la congolité et insécurité ciblée. À cela s'ajoute une campagne active de déni de citoyenneté. Nos leaders sont régulièrement accusés d'être rwandais ou étrangers. Même ceux qui servent dans le gouvernement actuel ne sont pas épargnés. Le simple fait d'être swahilophone devient une faute, une tâche, une suspicion permanente. Nous sommes accusés d'être infiltrés dans l'armée, de saboter les institutions, de trahir la nation. L'acharnement est constant et les preuves manquent. La vérité est simple. On veut nous éliminer symboliquement, juridiquement et physiquement. Devant cette situation gravissime, nous, leaders et représentants de l'espace swahilophone, exigeons publiquement des excuses sincères et officielles du régime de Tshisekedi pour les offenses, exclusion, stigmatisation et violences faites aux swahilophones. L'arrêt immédiat du bradage de nos ressources naturelles et la mise en place d'un mécanisme transparent de gestion incluant les ayants droit locaux. La restructuration des forces armées pour garantir l'équité dans le recrutement, la formation et l'encadrement de nos jeunes. Des poursuites judiciaires pour haute trahison à l'encontre de tous ceux qui accusent Kabila des Rwandais pendant qu'ils savaient et l'ont servi avec loyauté. Je voudrais un peu expliquer. Vous êtes en politique, vous êtes leader, vous êtes des leaders nationaux. Sous les coups, je ne sais pas de quoi, vous êtes conscient, parce que c'est eux qui disent que c'est un étranger, c'est un Rwandais. Vous êtes conscient que ce monsieur que nous portons au pouvoir est un Rwandais. C'est quand même compliqué. Vous cheminez avec un homme pendant 18 ans, sachant que c'est un falsificateur d'identité. Vous le savez très bien. Et à la fin de son mandat, vous vous retraitez pour dire qu'il était Rwandais. Si cela est vrai, moi je pense que l'honnêteté intellectuelle, la moralité patriotique exige que ces gens d'abord demandent pardon à la population d'avoir soutenu un étranger au pouvoir. Et si le fameux procureur près de la Cour constitutionnelle est vraiment patriote, mais que ce monsieur initie des actions judiciaires à la fin de ces gens pour association de malfaiteurs et haute trahison. C'est l'article 68 qui le dit. À moins qu'il se taise. Et ça, c'est une façon aussi de salir même notre morale collective. Que les étrangers ou bien les voisins, les pays voisins sentent que ces gens, il n'y a pas longtemps, eux-mêmes, ils sont portés un étranger au pouvoir et les mêmes personnes se retraitent pour dire qu'il était un étranger. Vraiment, la conscience des Congolais est vraiment
J'étais par terre, humiliation. Que ces pardons soient rendus publics, nous estimons par la voie de la Senco que nous pouvons donner notre caution morale de la nation. Et ces pardons, nous exigeons qu'ils soient versés à la Senco et Senco nous transmettre, à Senco nous transmettre ces pardons. Ça serait une cause juste, ça serait utile pour la cohésion nationale. Si ces demandes légitimes ne trouvent pas d'écho, nous prendrons une position claire et ferme le 30 juin prochain, jour de commémoration de l'indépendance. Une date symbolique où nous déciderons ensemble de notre avenir, sans compromission, mais avec dignité et responsabilité. Avant de clôturer ces mots, je voudrais rappeler ici une question d'actualité. Aujourd'hui, les partisans de Tshilombo célèbrent, nous voyons ça dans l'air canon, les paraphes apposés dans les accords entre le Congo et le Rwanda. La question que d'aucuns peut se poser, comment peuvent-ils applaudir un tel engagement pendant que nous, soyophones, les mêmes partisans nous traitent, nous, des Rwandais, des soyophones. Donc, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, si nous sommes des Rwandais selon ce qu'ils nous traitent, c'est une façon de voir qu'avec les Rwandais, on ne peut pas faire ménage. Mais curieusement, quand eux signent avec les Rwandais, mais ils nous traitent aussi des Rwandais. Mais si vous faites une bonne lecture de cette allégresse, ce n'est pas les problèmes des Rwandais qui fâchent, ce sont des astuces. C'est le leadership soyéliphone qui fâche. On ne veut pas de non-leaders. C'est clair. Donc la joie repose où? Peut-être dans l'imaginaire de cette communauté, ils voient déjà que voilà, si nous signons avec les Rwandais, et ces Baswahili finis ne vont plus parler. Et en définitive, donc par déduction, cette chasse aux Rwandais non se repose plutôt pour nous écarter de la réalité politique à notre République. Vraiment, au regard de tout ça, j'ai envie de dire que nous avons affaire à un gouvernement des insensés. Voilà, je vous livre un petit paradoxe. Papa Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, un célèbre opposant. Un Félix Tshisekedi, honteusement célèbre dans la mauvaise gouvernance. Où allons-nous? Conclusion. Le peuple soylophone n'est pas une sous-classe de citoyens. Nous avons contribué à la construction de cette nation. Nous avons versé notre sang pour elle. Nous avons enrichi ces pays par nos terres et nos bras. Nous ne demandons ni faveur, ni privilège, mais justice, reconnaissance et respect. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre nation et protège les enfants du Congo d'est en ouest, du nord au sud. Je vous remercie.